Bonjour et bienvenue à votre édition de cette semaine d'Endautré, édition du 7 septembre 2025. La rentrée des classes s'est bien déroulée dans la région et comme toujours, nous avons plusieurs sujets à vous présenter. Entre autres, Sainte-Geneviève-de-Berthier qui a présenté son conseil municipal pour le mois de septembre et le maire Robert Puffal a présenté son rapport du maire. Au niveau de Lanoraie maintenant, il y a eu une présentation du plan stratégique pour les prochaines années. Vraiment une belle concertation entre les municipaux, entre les élus, entre les employés municipaux et la population pour présenter ce qu'elle voit comme avenir pour la municipalité de Lanoraie. On vous présente aussi la suite des entrevues avec Yves Perron. Yves Perron a parlé de différents sujets de rentrée parlementaire qui aura lieu sous peu dans les prochaines semaines. Il y a eu aussi le fameux classique d'automobile qui a eu lieu dimanche dernier à Berthierville, qui a eu dans le Vieux-Berthier. On vous présente un résumé encore de cette belle activité et en prime, bien Elvis, qui est toujours vivant, qui a présenté son spectacle. Nous avons aussi des entrevues, des thèmes avec André Villeneuve. Monsieur Villeneuve a fait, durant les dernières semaines, une croisade, on pourrait dire, pour l'amélioration de la route 138 entre Lanoraie et Berthierville. Et justement, il invitait la population à participer à une manifestation en fin de semaine. Nous aurons plus de détails lundi lors de notre prochain bulletin de nouvelles. Et en terminant, on vous parle de Daniel Valois. Le conseiller Daniel Valois annonce son départ de la vie municipale. Il ne se représentera pas aux prochaines élections en novembre prochain. M. Valois est un conseiller de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola qui a fait plus de 30 ans en vie municipale. Donc, vraiment, je ne vous dirais pas un exploit, mais une implication qui est à souligner. Entre autres, on vous parle en terminant de recettes, donc une petite recette de notre cru présentée par CTRB. On espère que vous allez aimer notre présentation et on vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est toujours là tous les jours à compter de 18h à tous les jours, donc du lundi au vendredi. Sur ce, bonne écoute. Chers citoyens et citoyennes, tel qu'exigé par la loi à l'article 176.2.2 du Code municipal, à chaque année, le maire doit faire le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année précédente. Cet exercice de reddition de comptes sur les finances municipales vise à vous informer en toute transparence des choix financiers qui ont guidé nos décisions au cours de la dernière année et de la situation financière actuelle. Les états financiers 2024 ont été vérifiés par la firme DCA comptable professionnel agréé en date du 4 février 2025 et déposés à la séance du Conseil du 4 février. Les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 révèlent un excédent de fonctionnement de 379 297 $. Par ailleurs, tel que mentionné à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici le détail de la rémunération versée aux élus pour l'année 2024. La rémunération annuelle du maire est de 24 762,40 $, avec une allocation de dépenses de 50 de 12 381,20 $. La rémunération annuelle des conseillers est à 8 254,13 $. L'allocation de dépenses des 6 conseillers à 4 127,7 $. C'est suggéré. Les conseils municipaux ont le droit de voter les salaires qu'ils veulent. Ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un certain pourcentage, mais la grosse suggestion du ministère, c'est qu'on vote le salaire du maire, puis les conseillers ont un tiers. Puis quand on vote le salaire du maire, dans mon cas, c'est 24 000, je fais grâce des sous. L'allocation de dépenses est 50 12 000. Donc, 24 000 de salaire, les conseillers ont 8 000, puis l'allocation de dépenses 4 000. C'est la plupart des municipalités fonctionnent comme ça. Ensuite, la rémunération annuelle du maire à la MRC, 8 031,16 $, et encore là, l'allocation de dépenses à 50 4 015,62 $.
Aucun autre membre du conseil n'a assisté à une réunion de la MRC de Dautrey en 2024. Parce que quand je suis absent, le maire suppléant peut me remplacer, mais je ne veux même pas souvenir d'en avoir manqué une. Il n'y a pas personne qui va me remplacer. Ensuite, quelques réalisations de l'année 2024. On a parti la fête des neiges il y a 3 ans, je pense. Puis c'est une belle réussite. Donc, en 2024, encore en février, il y a eu la fête des neiges. Puis, on s'en parle déjà pour 2025. Là, on a déjà réservé les feux d'artifice, etc. Ensuite, l'inauguration de la zone neutre. Ici, dans le stationnement, on a inauguré avec la Sûreté du Québec. On appelle ça la zone neutre. Je pense qu'il y en a 3 dans la MRC de Dautrey. La première a été inaugurée à Lavaltrie. Il y en a un à Saint-Gabriel. Puis quand j'ai appris ça, il y a 2 ans et demi, 3 ans, à la MRC, je ne savais pas ce que c'était, mais il s'agit d'une zone où c'est bien éclairé, c'est révélé à tous les gens. Puis on appelle ça une zone neutre parce qu'il y a des caméras qui filment là 24 heures par jour. Donc, si vous faites une transaction avec un inconnu, puis que vous ne voulez pas que ça se passe chez vous, vous donnez rendez-vous à la mairie. Il y a 2 places qui sont sur l'asphalte, c'est déjà peinturé. Il y a des caméras 24 heures par jour, plus que 7 jours. Puis on garde tous les films tout le temps en cas qu'il arrive quelque chose. Si on a une demande, une journée, 2 jours, 3 jours plus tard, on a des films de ce qui s'est passé là. Puis, à ma surprise, à la surprise un peu de tout le conseil, c'est beaucoup plus utilisé qu'on s'attendait. On est bien placé par rapport à l'autoroute, puis tout, là. Fait que même quelqu'un de Berthierville ou de Masquinongé ou de Lanoret qui veut faire une transaction, ils peuvent venir ici, puis c'est plus utilisé qu'on le pensait. La Sûreté du Québec est vraiment en faveur de ces zones neutres-là. Fait qu'on a inauguré ça en 2024. Ensuite, on a inauguré aussi le pont de track en face, dans le parc Jean-Louis Poulette. Derrière la patinoire, on s'est fait construire un pont de track pour le terrassement Barry. On a inauguré ça en 2024. Ensuite, en 2024, on a commencé des démarches pour la création d'un camp de jour. Camp de jour, on n'avait jamais eu à Sainte-Geneviève. On était vraiment dépendant de Berthierville. Berthierville, évidemment, ils desservaient leurs citoyens. Les places restantes, c'était le premier arrivé, premier servi. Là, il y a beaucoup de citoyens qui sont venus nous voir. Il manquait beaucoup de places. Je peux y aller pas mal sûr de mon coup. En 2023, il y avait eu... Non, en 2024, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été au camp de jour de Berthierville. Puis il y avait une demande, il en manquait quasiment autant. Fait que là, à un moment donné, on a allumé que l'école Sainte-Geneviève est à Sainte-Geneviève. Puis là, on a communiqué avec un air en fête, M. Deschênes, Stéphane Deschênes, qui est venu nous rencontrer. On a rencontré la directrice de l'école Sainte-Geneviève, puis on a vu la possibilité d'offrir un camp de jour à tous nos citoyens. On a commencé les démarches, pour vous dire, la première rencontre le 4 avril 2024. Ensuite, on est allé à l'été, pendant les vacances, on est allé rencontrer, faire le tour de l'école Sainte-Geneviève pour voir s'il y avait de la disponibilité, avec la commission scolaire, évidemment, puis si c'était possible de le faire. Cette année, ça a été une belle réussite. En 2025, le camp de jour, il y a eu 52? 54 enfants qui ont été inscrits au camp de jour. Puis il y en a qui ont fait 4 semaines, il y en a qui ont fait 6 semaines, jusqu'à 8 semaines. Puis je pense que une fois que tout est passé, ça ne coûtera pas plus cher à la municipalité que ça coûtait dans les années antérieures, parce qu'on remboursait l'excédent. Berthierville chargeait un excédent par rapport aux citoyens de Berthierville. Puis c'est cet excédent-là qu'on remboursait à nos citoyens. Puis là, ensuite, on a communiqué avec l'île du Pas, parce que M. Goyette, les citoyens de l'île du Pas, j'ai parlé au maire parce qu'il était dans la même situation que nous autres, il était dépendant de Saint-Ignace. Puis lui aussi, il manquait de place. Il me dit qu'il y avait du monde qui allait à Saint-Norbert ou même à Lanoret. Fait qu'il embarquait avec nous autres dans notre idée.
Parce que M. Deschênes nous disait que pour vraiment que ça soit rentable, ça nous prenait autour de 80 enfants. Puis nous autres, on figurait à 50, 50, 55. Puis à l'île du Pont, il parlait de 20, 22. Fait que ça arrivait pile. Fait que l'île du Pont embarquait avec nous autres. Puis finalement, quand Berthierville a entendu parler de notre orientation versus Air en fait, eux autres, ils étaient complètement indépendants. Ils faisaient ça eux autres mêmes. Puis là, on était approchés pour embarquer avec eux autres. Puis vu que Berthierville ont 110, 120 enfants au camp de jour, ça a baissé le prix à tout le monde. Fait que le camp de jour, Berthierville, Sainte-Geneviève et l'île du Pont, c'est une belle réussite pour 2024. Ensuite, on a fait aussi en 2024 des collections d'égouts pluviales dans le domaine de Grand Prix. Depuis des années, depuis, je vous dirais, 15-20 ans, il y avait un groupe de citoyens, l'un à côté de l'autre, à toutes les fois qu'il y avait une grosse pluie, l'eau rentrait dans le sous-sol, puis il y avait beaucoup de misère dans le domaine de Grand Prix. Là, avec débit, ça a débordé, c'est sûr. Avec débit, il n'y a pas un que autres qui a été inondé. Il y a beaucoup de monde dans le domaine de Grand Prix qui ont été inondés. Mais on a fait les réparations dans le domaine de Grand Prix. En faisant le bilan 2024, je ne peux passer sous silence, évidemment, la tempête débit du 9 et 10 août, qui a causé beaucoup de dommages sur notre territoire, dont plusieurs inondations et plus d'une vingtaine de glissements de terrain. En causalité avec ce malheureux événement et dans le contexte économique actuellement difficile pour tous, le Conseil a travaillé fort sur le budget 2025. Effectivement, il a fait des choix exceptionnels pour cette année et on a réussi à ne pas augmenter le taux de taxe pour l'année 2025. Les membres du Conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar investi dans la communauté doit être un investissement et non une dépense. Les membres du Conseil continueront d'aborder de façon très serrée la gestion des finances municipales. Enfin, je veux remercier les citoyens pour la confiance démontrée à l'égard du Conseil tout au long de l'année. Je tiens également à remercier mes collègues du Conseil municipal et les employés municipaux pour leur travail constant, leur appui et leur implication. Merci à tous. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? On va bien faire ça. Merci. Nous avons bien fait ça. Le Conseil a bien fait ça. En 5.2, les décorations de Noël. Il est proposé qu'on appuie et résolu que le Conseil autorise la directrice adjointe et chargée de projet à procéder à des dépenses pour un montant maximum de 3 000 $ plus les taxes pour l'achat de décorations de Noël au bureau principal. On a eu une suggestion d'une compagnie de décorer la façade du bureau, puis ça coûte moins de 3 000 $, donc on a accepté d'embarquer dans cette dépense. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. M. Bayard propose avec M. Laferrière. À gauche, tout le monde est là. Ça va être des décorations qu'on va avoir Oui, les ans. oui. C'est pas juste une compagnie qu'on a engagée. On achète les décorations, on va les avoir plusieurs années. Nos employés vont s'en occuper à chaque année. Considérant de nombreux signalements reçus concernant des problèmes de non-respect de la signalisation routière en place, surtout la vitesse, sur le territoire de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte une soumission de Signal Service Incorporé pour l'achat de 2 radars pédagogiques RAD 60L au montant de 4 182 et 81 chacun, plus les taxes. Un proposeur, le secondaire, M. Soulière propose avec M. Darroch. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 7.2, les travaux sur Roger Boudreau. Proposé, appuyé, résolu que le Conseil entérine la décision prise par la directrice générale adjointe et chargée de projet à l'effet de procéder à l'achat de matériaux ou des travaux sur la rue Roger Boudreau. Monsieur Louis-Jean Sarrazin, le directeur des travaux publics, m'a appelé un matin, puis il me dit que je suis allé le voir avec lui sur la rue Roger Boudreau. Il y a une place que ça fait 2 ans qu'on va boucher un trou. Ça se mine, puis là, on a fait un examen plus approfondi, parce que ce matin-là, on avait loué une caméra, puis on a regardé ce qu'il en était, puis le ponceau s'effrite, puis on a vu ça relativement urgent. Donc, on a déjà donné le OK. Ce matin-là, j'ai donné le OK avec Mme Benjamin à Louis-Jean d'acheter les ponceaux, d'acheter le matériel
puis de procéder à la réparation le plus tôt possible. Je pense qu'on a scié l'asphalte ce matin, puis on commence les travaux demain matin. On m'a dit que ça coûterait autour de 20 000 $, donc on entérine la décision de dépenser autour de 20 000 $ pour faire ces travaux-là. Un proposeur en secondaire, M. Darvaux, avec M. Laferrière. D'accord. Ouais, tout le monde est d'accord. Bonjour, je vais me lever. En fait, j'ai eu le mandat de vous raconter, en fait, l'ensemble de la démarche. Fait que l'idée que j'ai eue, c'est de vous présenter ça comme une histoire. Tout ce qui est le processus. Alors, premièrement, l'histoire, elle a été vécue sur une période de 12 mois, qui a débuté en avril 2024. Puis comme chaque bon livre, dans les premières pages, on dédie le processus, on dédie l'histoire à des gens. Alors, moi, je la dédierais en fait aux citoyens et aux citoyennes de Lanoraie, aux élus, aux employés municipaux, aux partenaires qui ont collaboré à la démarche et un peu plus personnellement, je vous dirais à ma grand-mère Maria. Ma grand-mère Maria, pour ceux qui m'ont entendu parler depuis le début de la démarche, elle a vécu ici, à Lanoraie, jusqu'à l'âge de 103 ans. Ce qui fait que je suis aussi très attachée dans la démarche qu'on a fait ensemble. L'autre élément aussi qu'on retrouve dans un livre, des fois, c'est le préambule, qui explique un peu comment l'histoire se cadre. Alors, j'aime bien aussi expliquer, sans aller dans les grands termes, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de planification stratégique. Des fois, quand on est citoyen, on ne voit pas que ça change grand-chose dans notre vie de tous les jours, mais quand on vient pour prendre des décisions, entre autres au niveau du conseil municipal et au niveau des employés et de la direction, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a une vision commune. On prend moins des décisions que j'appelle popcorn, mais bien dans l'intention de valeur, de mission et de vision qu'on a déterminées. Fait que pour une municipalité, en fait, c'est plus qu'un outil c'est un outil qui est incontournable pour planifier, structurer et organiser son développement, autant celui du territoire que celui de sa propre organisation elle-même. Alors, j'ai omis de vous mentionner que mon histoire, elle a 3 chapitres. Donc, le premier chapitre, elles sont courts, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas pour 3 heures. Le premier chapitre, il s'appelle « Lanoraie change et son environnement aussi ». En fait, c'est la partie à laquelle j'inscrirais le diagnostic, parce que ce que je vous explique, c'est la démarche. Fait que les premières étapes, la première étape, le premier chapitre, il y a un diagnostic sérieux et rigoureux qui a été fait. Un des premiers éléments qui a été mis en place, c'est le sondage auprès de la population qui a été fait par la firme Léger sur la qualité des services, à laquelle plusieurs personnes ont répondu. Je vais laisser M. Maheu vous parler de chiffres. Ensuite, on a mis en place des groupes de discussion avec des organismes, les gens d'affaires, avec les enfants aussi qui fréquentent les camps de jour, puis avec les adolescents. On a également réalisé des ateliers de travail avec l'équipe de direction de la municipalité, puis ça nous a permis d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités puis les menaces de différents termes qui composent une municipalité. Et il y a également eu aussi des sondages auprès des employés qui ont été faits sur les thèmes de la satisfaction au travail, sur l'engagement, la motivation, excusez-moi, et l'efficacité au travail. Et de ça nous a permis de prendre ce que j'appelle souvent une photo Polaroid, ça veut dire une photo dans un instant où l'analyse a été faite entre les différents moments, à partir de l'ensemble des informations qui ont été récoltées, ce qui a mené au dépôt d'un rapport de bilan d'analyse du diagnostic. Fin du chapitre 1. Le deuxième chapitre, il s'appelle « Mieux se définir pour mieux se choisir ». J'ai aussi omis, excusez-moi, dans mon premier chapitre, je reviens quelques pages en arrière, qu'il y a également eu une consultation publique qui a eu lieu au mois d'octobre où plusieurs citoyens là, ont participé. Je reconnais entre autres votre visage. Mon deuxième chapitre, on fait une photo de... À partir de la photo qu'on a faite, là, on se donne une vision, on se donne des valeurs, puis on se donne une mission pour notre organisation. Puis ça va servir vraiment des fondements
du plan d'action pour les prochaines années. Jusque-là, on me suit bien. Alors, les valeurs, eux autres, ils servent vraiment de la fondation éthique qui guide chacune des décisions. Tantôt, je vous ai parlé là, des décisions qui peuvent parfois être sans cohérence et sans sens. Ça n'arrive pas ici, au Québec, là. Ailleurs, mais jamais quand même, vous le préciser. La mission, elle précise le rôle fondamental de la municipalité puisqu'elle souhaite accomplir pour sa communauté. Mais bien entendu, avec le input et les commentaires que la communauté lui transmet puisqu'elle souhaite avoir chez elle. Et la vision, bien, ça projette la municipalité vers l'avant. Ça l'exprime l'ambition collective et le rêve qu'elle souhaite atteindre. Puis l'ensemble de ces repères-là, bien, ça nous permet de créer un cadre qui est cohérent, qui nous permet de définir des actions par la suite. Fait que si on s'appuie là-dessus, comment on a fait, en fait, pour travailler sur les valeurs, mission, vision? En fait, c'est à partir du premier chapitre que je vous ai dit. On a travaillé en équipe, ça veut dire avec les élus, avec l'équipe administrative, l'équipe de direction, pour définir les valeurs, la mission et la vision des prochaines années sur lesquelles s'appuie le plan stratégique. Puis l'ANORAE, elle a donc décidé par la mise en place de cette démarche-là de se doter d'une vision mobilisatrice. En fait, vous avez plusieurs personnes y ont participé. Elle se veut durable, cette mobilisation-là. C'est une façon aussi de mieux gérer nos ressources, d'anticiper les défis. Dieu sait qu'il y en a. Puis juste pour vous rappeler que dans ces démarches-là, le reste du monde continue à tourner. Moi, je me rappelle bien qu'on était en pleine inondation aussi, à une étape, dans certaines étapes. Mais cette démarche-là, c'est en plus du quotidien, puis en plus de ce qui peut se produire autour de nous. Fait que ça demande vraiment, je vous dirais, un engagement au niveau des élus, mais un engagement au niveau des employés pour de croire à ce que c'est une possibilité. Ce qu'on va les mettre là, c'est pour le bien de la population, pour la qualité de vie, pour l'améliorer. Puis on souhaite y contribuer de façon significative, mais pas tout seul. Et le dernier élément, ça favorise aussi l'innovation. Ça assure la transparence et la participation citoyenne. Vous l'avez démontré. La Ville vous a invité tout le long du processus pour vous positionner. Le dernier chapitre, j'achève, c'est le 3. Bien, malheureusement, je ne peux pas vous le dire de quoi il va être construit. Cette partie-là, en fait, c'est à vous, comme citoyen, de l'animer, de l'écrire en collaborant. Puis à l'interne aussi, je parle à l'intérieur de l'organisation, au niveau des employés, des décideurs, des élus, pour agir avec rigueur, puis engagement, puis en se donnant une façon de rendre des comptes à la population par rapport au plan qu'on a mis sur pied. Alors, voilà pour ce qui est de la petite histoire. Moi, j'en profiterai, si Josiane et Marc-André, vous me permettez, de vous remercier, de remercier l'équipe en place de m'avoir permis de vous accompagner dans cette démarche. Et j'ai compris toute votre unicité, en fait. Puis pour ceux qui étaient là lors de la première consultation, j'ai eu le malheur de dire le mauvais nom. Et à chaque fois, ça m'est arrivé en cours en travail d'équipe aussi. Je le savais rapidement. Je vous le dirai pas aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'efforts pour pas le mentionner. Mais pour moi, dans cette démarche-là, il y a l'unicité, puis votre volonté de rester distinct dans un environnement qui change aussi autour de vous, mais de ne pas être comme les autres. Et je vous remercie beaucoup de votre collaboration et de votre partage. Voilà. L'ANORAE. Osons agir, osons construire. Des espaces pour grandir. Une biodiversité protégée. Une collectivité unie. Un plan d'action concret. Le 26 août prochain, venez découvrir la nouvelle planification stratégique de votre municipalité. Donc, le court, concis, efficace. Donc, c'est sans plus tarder que je vais laisser la parole à M. Villeneuve pour venir vous expliquer le pourquoi de cette démarche à l'ANORAE.
Alors, bonjour tout le monde. Très heureux de vous voir. Et oui, effectivement, court, concis, efficace, ça parlait de la vidéo, pas de ce que je vais vous parler. Mais je vais essayer d'être court, être concis et efficace aussi. D'abord, vous dire, c'est pas anodin si on parle de nouvelles ou nouveaux plans stratégiques, parce que si on remonte dans le temps, on se reporte lorsque, pour certaines personnes ne sont pas au courant, là, mais il y avait 2 municipalités avant le 6 décembre 2000. Il y avait le village et la campagne. Le 6 décembre 2000, il y a eu regroupement des 2 municipalités pour faire Lanoraie. Donc, devenir Lanoraie, donc le territoire que l'on connaît tous. Et suite au regroupement, on a lancé à l'époque un exercice de démocratie participative qui a débouché en 2003 sur un plan stratégique, un plan d'ensemble, un plan de développement. Bref, c'est un peu l'amalgame de tout ça. Et c'était le premier plan stratégique. Donc, pourquoi on emploie le mot « nouvelle » nouveaux axes, nouveaux plans, etc. C'est parce qu'il y a eu antérieurement un premier plan en 2003 pour la nouvelle municipalité. A suivi en 2009, donc, un renouveau pour revoir à nouveau le plan stratégique de la municipalité, puis en 2016 et aujourd'hui en 2025. D'une fois à l'autre, les moyens utilisés ont été quelquefois différents. Quelquefois, on a utilisé les mêmes moyens. Par exemple, les sondages ont été utilisés pas mal dans tous les plans qui ont été travaillés. La nouveauté en 2025, que moi j'ai trouvé extraordinaire, c'est que les gens de la municipalité, les employés municipaux ont été mis à contribution. Et ça, c'est important parce que si collectivement, parce que c'est collectivement que le plan qu'on va vous présenter a été concocté, tout le monde y a participé d'une certaine façon, soit par sondage ou en émettant des idées qui sont parvenues aux oreilles soit des employés municipaux, soit des élus. Alors, tout ça est venu faire en sorte que ce qu'on vous livre aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'1 année et demie de réflexion, de travail, de collecte de données, d'analyse de sondage, etc. Donc, c'est vraiment l'amalgame de tout ça qui va permettre aujourd'hui de vous présenter le plan d'ensemble que vous avez, dans le fond, concocté tout le monde. Alors voilà, j'en dis pas plus. Tout d'abord, au niveau des résultats, peut-être dans un premier lieu, parler de la participation. Tout au long de l'exercice, c'est 250 personnes et plus qui ont été consultées et ou qui ont participé à la co-création de la planification stratégique. C'est quand même exceptionnel. Ensuite de ça, vient la mission. La mission, c'est quoi? C'est le rôle central de la municipalité. Nos responsabilités, ça a été défini par les attentes exprimées par les citoyens lors des consultations. Ça vise à assurer une gouvernance cohérente et efficiente. La mission qui a été donnée, ça peut se lire comme suit. Développer un cadre de vie qui favorise le bien-être et la durabilité en s'assurant que les services municipaux répondent aux besoins collectifs tout en posant les bases du Lanoraie de demain. Ensuite de ça vient la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est un peu la façon dont on veut remplir notre mission. C'est la couleur qu'on se donne pour se différencier. Bref, c'est l'ambition commune. Ça se lit comme suit. Incarner notre unicité entre le bien-être, la nature et la croissance. Ensuite de ça viennent les valeurs. Les valeurs, ça a été défini suivant les récurrences observées dans les discussions. C'est ce qui nous unit. C'est un énoncé, dans le fond, qui a été développé pour représenter les valeurs de la municipalité qui se lit comme suit. Engagés et solidaires envers notre communauté, rêvons vert, rêvons grand, osons agir, osons construire, ensemble, contribuons à l'épanouissement collectif. Au niveau de la planification stratégique, viennent les orientations. C'est 4 grandes priorités qui vont se traduire par 4 grands axes. L'environnement, l'économie, la qualité de vie et les citoyens, qui se déclinent comme suit. Une municipalité qui respecte et met en valeur son milieu dans une perspective durable. Une municipalité active et engagée dans un développement équilibré. Une municipalité attrayante pour sa qualité de vie riche, vivante et diversifiée pour tous. Et finalement, un axe transversal qui est les citoyens et citoyennes au cœur des préoccupations de la vie municipale. On va terminer, si tu es d'accord. On a la rentrée scolaire, mais il va y avoir la rentrée parlementaire. Il y a quoi? Il y a une pré-session? Vous avez des rencontres? En fait, on rentre au Parlement le 15 septembre. Okay. Avant ça, bien sûr, on va avoir un caucus. On a un caucus le 8, 9, 10 septembre à Québec. Okay. On va décider de nos grandes lignes, de nos orientations. Mais évidemment, à la rentrée parlementaire, on s'attend à avoir un budget, là, une mise à jour. Oui, une parlementaire de l'automne. Quelque chose qui a de l'allure, là, parce que là, on déploie beaucoup de sous. Puis on ne sait pas ce qu'on les prend. Okay. Moi, j'ai peur qu'on ait des très mauvaises surprises. Okay. Puis si on se ramasse après ça dans une période d'austérité, parce qu'on a fait des cadeaux électoraux, ben c'est pas optimal. Non, c'est pas optimal. Je disais au printemps, il nous faisait voter une baisse d'impôts. Personne n'est contre ça. Tant mieux, mais
l'impact de cette, décision. Moi, tu me présentes ton budget, tu me dis, tu l'as pris où l'argent? Tu ne peux pas me faire voter une baisse d'impôts puis me présenter un budget 6 mois plus tard. Il n'y a aucune famille qui fonctionne comme ça. Non, c'est ça. On se fait poser une piscine de crédit, puis on verra dans un on verra comment on s'arrangera. Ça ne balancera pas à un moment donné. Fait que ça manque beaucoup de sérieux, surtout pour un banquier, là, honnêtement. Oui. Moi, j'ai été j'allais dire surpris, c'est pas tout à fait assez fort, je dirais sidéré par ça. Okay. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à Mark Carney qu'on avait présenté comme étant un gestionnaire. L'autre affaire, c'est qu'on a présenté ce gars-là, justement, Mark Carney. Contre Trump, ça prend Mark Carney. C'était, hein, on entendait ça en campagne. Puis on nous a vendu ça. Puis les Québécois ont voté pour ça. Oui, je comprends. Mais là, on n'a pas de livraison. Non, c'est ça. Là, depuis qu'il est en poste, il cède la taxe sur le numérique, ben, c'est ça, les contre-tarifs. C'est ça. Il cède sur tout. Fait que là, c'est quoi le plan? Quand tu négocies, si tu as tout donné avant de commencer ta négo, il ne te reste plus rien à donner. Et puis là, il va rester quoi? On est très content que notre loi sur la gestion de l'offre ait été passée en juin. Je pense que si ce n'était pas là, ce serait déjà donné. Est-ce que le gouvernement... C'est important, tu sais. Est-ce que le gouvernement libéral, M. Carney, doit venir vous rencontrer et dire voici l'entente que nous avons conclue avec les États-Unis? Parce que là, ça au Parlement, puis comme d'habitude, on n'a pas grand-chose à dire après. C'est pour ça que c'est important la pression avant. C'est important les demandes qu'on a de dire établir un vrai comité de négociation avec une représentation adéquate du Québec. Parce que nos intérêts ne sont pas ceux de l'Alberta. Okay. C'est pas vrai, là. On ne viendra pas me dire parce qu'on va faire un pipeline pour faire plaisir à Trump, que là, on va tout gagner. Non, je comprends. Il ne faut pas qu'on soit perdant dans l'équation. Nous, notre travail, c'est ça, c'est de représenter les gens de Berthier-Masquinongé et du Québec pour porter leurs intérêts. En principe aussi, il va y avoir le retour de M. Poilievre-Ranchard. Ouais. C'est quelque chose, tu me disais tantôt. C'est inquiétant, honnêtement. C'est un petit peu inquiétant. Tu sais, je vais être super transparent avec vous en demeurant poli. Là. Le mois de juin était très relax au Parlement, comparé à ce qu'on avait avant. Puis, tu sais, moi, j'ai personnellement félicité Andrew Scheer qui occupait le poste de chef par intérim de l'ambiance des débats au Parlement. C'est pas une question, on n'est pas en train de parler qu'on est d'accord idéologiquement. Non. Mais... Tu sais, C5, c'est quand même une loi atroce, là, un premier ministre progressiste conservateur a passé avec la complicité de son opposition conservatrice. On était 30 députés à voter contre, c'est pas grand monde. Fait que, on est en profond désaccord, mais le ton des discussions puis la façon de travailler, c'était très différent de ce qu'on avait vécu avant l'élection avec M. Poilievre. J'espère qu'il sera moins corrosif, je vais dire ça comme ça. Parce que ça construit rien. Puis comme parlementaire, tu sais, vous autres, vous voyez un clip à la télé, là, puis ça dure 30 secondes, puis vous dites « Ah ouais, c'est donc bien épais, ça allait. » Mais nous, là, c'est parce qu'on l'a entendu 74 fois dans la même journée, dit par 35 députés différents. Mais c'est la même ligne. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, on vire débile ou on fait quoi, là? Quand est-ce qu'on va faire avancer c'est une des affaires que je trouve les plus difficiles en politique. Quand tu as l'impression que des élus ne travaillent pas pour faire avancer le bien commun puis pour faire travailler pour le monde, mais qui travaillent pour faire des points politiques. Moi, dans ma tête, une élection, ça dure 1 mois et demi. Puis quand c'est fini, tu regardes qui sont tous les élus, puis tu travailles avec eux autres pour faire avancer le dossier. C'est ça ma vision. Je suis peut-être bien naïf, mais je m'aime de même puis je dors très bien. J'aime mieux que ça dure moins longtemps puis de rester intègre. Je vais poser une dernière question, puis je sais que tu es occupé, puis il me reste encore quelques journées peut-être de repos. Est-ce que tu penses que le conflit qu'il y a eu avec Air Canada, ça va être une des choses qui va être déjà... Comment je peux dire ça, qui va être déjà parlé au gouvernement, parce qu'ils ont fait ça quand même rapidement. Ils ont dit syndicats, cette fameuse loi aussi qui permet de demander de l'arbitrage. On en a. C'est des questions qui sont délicates. Hein? Nous, on a toujours défendu les droits des travailleurs. Oui, je comprends. En même temps, c'était des gens pognés à l'extérieur, il faut qu'il se passe quelque chose, c'est un équilibre fragile. Mais il y a comme une mauvaise habitude qui se prend au gouvernement d'intervenir rapidement, puis de changer la donne de la négociation. Là, le syndicat a résisté. C'est pas tout le temps ça qui arrive. Mais il y avait une opinion publique. Je te dirais, il y avait une opinion publique. Tu sais, par rapport à Post Canada, c'est pas parce que je veux te ramener, mais par rapport à Post Canada, il n'y a rien de réglé. C'est encore un conflit en disant on donne du service. Puis, je te dirais que chez Post Canada, c'est plus profond parce que c'est la nature même du service. Je pense qu'il faut que les gens s'assoient et qu'il y ait une réorganisation. Puis, je ne dis pas ça contre les travailleurs, contre Post Canada. On est tous conscients. En général, au niveau des coûts, tout ça, puis l'efficacité. Je
pense que c'est une merveilleuse institution qui a fait un travail fantastique, mais il faut revoir un peu. Puis je ne sais pas la réponse. C'est pas moi qui vais l'avoir. Non, mais il faut que les gens s'assoient et revoient ça. Alors qu'à Canada, c'est une compagnie quand même rentable. Une ancienne compagnie de la Couronne aussi, à Canada. Il y a une période, comme Post Canada, c'était des compagnies fédérales. Si je ne fais pas erreur, c'est le gouvernement Mulroney qui a privatisé. Qui a privatisé. Non, c'est tout à fait. Mais écoutez, moi, je suis content que le conflit soit réglé. Rapidement. Que ce soit réglé par la négociation aussi. Reste à voir combien de temps ça va durer sur le long terme. Parce que des fois, il y a un règlement rapide. Parce qu'il y en a un qui a fait des grosses concessions, puis ça a des impacts. Oui, je sais. C'est toujours les... Mais pour l'instant, je suis juste content. Je ne pense pas qu'on a besoin d'en parler beaucoup au Parlement, parce que ça s'est réglé. Ça s'est réglé, donc c'est bien. Mais ça va peut-être en reparler, parce qu'il y a des conflits encore, comme on disait, avec les ports, avec Post Canada. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va peut-être revenir. Ça va toujours finir par revenir. Bon, en tout cas, Yves, on va te souhaiter une bonne session. On espère te revoir. Gêne-toi pas quand tu viens nous parler. Tu peux venir nous voir n'importe quand, tu sais où on est. Puis on est toujours intéressés. On va te regarder en tant que whip, en tant que... Parfait. J'ai entendu cette semaine, ça va sûrement possiblement faire partie des débats, mais qu'au niveau de l'ARC, même maintenant dans les bureaux de comté, il y a une grosse difficulté. J'avais des commentaires sur l'efficacité de l'appareil fonctionnaire au fédéral. Je ne sais pas si... Dites-vous quand il y a une problématique dans un ministère comme ça, particulièrement à l'ARC, pour les cas de comté, on est les premiers à s'en rendre compte. C'est ça. Parce que là, l'alarme qui est sonnée maintenant, nous, on l'a déjà depuis 1 mois et demi, 2 mois. Les coupures de ressources, on essaie d'être rationnel. Mais en même temps, tu peux pas, il faut que tu répondes aux gens. T'sais. Et la grosse machine fédérale est difficile à... Puis même des fois, la réponse, moi, qu'est-ce que j'entends, c'est que tu fais 2 appels sur le même sujet pour... Tu vas avoir 2 réponses différentes. De vient, comme m'a donné. Il y a une problématique de s'entendre et tout. Fait n'hésitez pas à avoir recours encore une fois à notre bureau. Parfait. Appelez-nous. Puis nous, on peut faire des vérifications sur les dossiers. Puis notre ligne, des fois, ça accélère aussi le règlement de certains. Je vais rester pareil un petit peu dans le comté, puis après ça, au niveau national. Le programme Nouveaux Horizons, il y a encore des places de soumission jusqu'au 17 septembre. Ça, c'est un gros programme pour le comté. Là. On parle des emplois étudiants, c'est le 2e programme qui est quand même important pour le comté. Je dirais, puis profitez-en, un bloquiste qui dit qu'on a un bon programme. Ça, c'est un des bons programmes fédéraux qui donne de l'argent aux organismes qui prennent soin des personnes âgées. Soit pour les loisirs, pour l'accessibilité, pour briser l'isolement, vieillir en santé. Ça peut être pour l'accessibilité des locaux aussi. Des fois, c'est des ascenseurs, des fois, c'est des exerciceurs, des fois, c'est des jeux. Ça peut prendre différentes formes. C'est une cuisine. Des fois, ça peut être une cuisine pour une FADA qui, à la place de faire venir tout le temps un traiteur, ils vont faire une partie de choses, vont sauver des frais à long terme. C'est un beau programme, puis j'invite les gens à préparer leur soumission, à soumettre. Puis même si vous avez été refusé l'année passée ou l'année d'avant, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas accepté cette année. C'est ça, exactement. Puis si vous avez besoin de conseils, bien, notre bureau est là. C'est ça. Notre bureau est là pour peut-être vous indiquer quels sont les mots-clés à utiliser dans cette demande-là, parce que tu sais, quand tu demandes une subvention, c'est quand ça marche. Ils veulent entendre certains mots, bien, il faut présenter la patente. Mais c'est de l'argent de nos taxes et impôts qu'on a payés. Donc, on n'a pas à être gêné d'aller les chercher. Puis, il faut aller le chercher pour notre nom. C'est ça. C'est comme les tours cellulaires, il va y avoir des constructions dans l'année. Là, il y a une autre problématique au niveau du partage des tours. Les grands diffuseurs ne veulent pas que l'autre grand diffuseur vienne sur sa tour. Ils sont mis à bloquer. Mais comment on favoriser ça? Puis, de ne pas faire en sorte aussi de décourager l'investissement. Parce que si... Je nomme n'importe qui en premier, mais je pourrais inverser les noms. Si un Vidéotron construit une tour, ben, il ne veut pas nécessairement que Bell ou Cogeco viennent profiter de sa tour. Fait que là, si on le force à le faire, ben là, l'autre tour qui avait en projet, peut-être qu'il ne la fera pas. Tu comprends? C'est ça. Fait que le but des décideurs publics, c'est de donner l'accès aux citoyens, aux services. Fait que c'est des questions délicates, mais tu sais, ça progresse. Moi, que ce ne soit pas réglé, c'est pas grave, on est là pour travailler. Mais ça avance dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens, fait qu'on est motivé, bien content, puis on travaille. Tu es toujours le porte-parole en agriculture, sans pas changer. Vous avez sorti un communiqué là, pour parler un petit peu de ce que le gouvernement du Québec a proposé. Puis encore là, tu me faisais part que le nerf de la guerre est toujours l'argent, puis je pense que c'est encore ça la problématique. Ben oui, parce qu'on regardait dans le fond la politique bioalimentaire du Québec 2025-2035. Donc c'est renouvelé aux 10 ans. Tu sais, les orientations là-dedans, moi, bien honnêtement, me conviennent. C'est de favoriser l'agriculture locale, la transformation en région,
diminuer l'impact environnemental, favoriser les cultures biologiques. C'est toutes des choses que nous, on défend au palier fédéral, qu'on est souvent tout seul à défendre. On est content de voir que le palier québécois de gouvernement a cette vision-là, parce que ça nous conforte dans nos orientations. On dit on défend parce qu'on est supposé de parler pour le Québec, nous autres. Fait que si ce qu'on dit est là-dedans, ça veut dire qu'on est sur la bonne track. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien la problématique, c'est que l'IPA demandait 4 milliards sur 5 ans, puis on a mis 1 milliard. Moi, ce qu'on a dit dans le communiqué, c'est que c'est beau avoir des orientations, mais quand on parle, par exemple, de gestion des risques en entreprise, le fédéral va toujours vouloir sortir des programmes pan-canadiens coast to coast, avec des lignes générales qui ne répondent pas ni particulièrement aux demandes des grandes terres de l'Ouest, ni particulièrement aux demandes des petites terres de l'Est. Puis, à un moment donné, il faudrait qu'on contrôle nos leviers. Puis quand on parle de bio, par exemple, quand je dis on est tout seul à défendre ça au fédéral, on n'est pas pire tout seul, là. C'est des luttes épiques. On va travailler beaucoup dans la prochaine session sur l'étiquetage, l'édition génomique, la réglementation de l'édition génomique. Il va y avoir une pétition de lancer. Il y a des gens qui m'ont demandé de parrainer une pétition que je vais pouvoir déposer. Là. On va être capable de relancer parce qu'on n'est pas satisfait de la façon dont le fédéral encadre ça. On trouve que le fédéral se décharge de ses responsabilités en laissant le privé s'autoréguler. C'est pas une bonne idée. Ils peuvent être bien fins les 5 premières années parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement les réglemente, mais dans 15 ans, ils vont encore nous dire qu'est-ce qu'ils font. Puis nous, on veut savoir, on va avoir une traçabilité. Puis on n'est pas contre, on n'est pas opposé à la technologie. J'insiste sur ça dans chaque entrevue que je fais parce que c'est facile que ça dérape et que le message soit dévié. C'est pas ça, mais on veut que ce soit contrôler correctement. Parfait. Puis qu'on puisse savoir, avoir la trace que si jamais il arrive quelque chose dans 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, bien, on est capable de remonter. Puis on est capable en même temps de protéger nos productions biologiques qui, eux, doivent certifier qu'ils n'ont pas de ces cultures-là dans leur truc. T'sais. OK, je comprends. C'est tout un dossier. C'est des questions complexes. And when I heard his hand on my shoulder, I could have heard we're calling you. Oh, Lord, touching one, reaching out, touching me. Samedi matin, entre 9h et 10h, on aimerait que les gens se déplacent à Lanoret, viennent au coin de la rue Charles-du-Sud-Est et de la 138. Donc, c'est à l'est du village. Et on veut que beaucoup de monde se manifeste. Dans le fond, on veut interpeller toute la classe politique du Québec, tous les partis politiques du Québec, et les sensibiliser
c'est au fait que la 138 entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier, sur 7 km, est complètement déglinguée. C'est un désastre, je ne sais pas compliqué, c'est dangereux. Les cyclistes qui s'y hasardent sont à risque. Les piétons, ils ne vont pas, évidemment. Personne ne s'aventure là. C'est très dangereux. La route est complètement démodée. Et c'est ça. Donc, de 9h à 10h, on veut que vous veniez. Donc, en grand nombre. Il y aura des agents qui sont sur place pour faire stationner les véhicules. Et la Sûreté du Québec va aussi être sur place. Donc, les brigadiers et la Sûreté du Québec vont assurer la sécurité. On va vous indiquer comment stationner votre voiture. Vous allez être accompagné du début à la fin. Donc, de 9h à 10h, on vous invite à vous rendre sur place. À 10h, il y a un point de presse. Toutes les mairesses et les maires, évidemment, ici présents, sont invités. Si vous ne pouvez pas être présent, si vous pouvez envoyer quelqu'un de votre conseil pour vous représenter. À date, ça répond bien. Je pense que tout le monde presque sera présent ou aura un représentant de la municipalité qui sera présent. Donc, à 10h, il y a un point de presse et tous les partis politiques ont été invités. Tous les partis politiques ont été invités. On n'a pas beaucoup de réponses, mais ceux qui seront là, ils auront le droit de prendre la parole. Donc, ça va être un point de presse qui va durer 20 minutes environ. Et en passant, Vélo Québec va être présent. Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Vélo Québec sont conscients que cette route-là est dangereuse et qu'elle aurait dû être faite il y a plusieurs années. En fait, moi, ça fait 24 ans que je travaille sur ce dossier-là. J'ai commencé en 2000, 2001 à peu près à travailler là-dessus. C'est toujours pas fait et il faut la réaliser. C'est le chemin du roi. C'est quand même pas rien. C'est le chemin du roi. C'est un segment qui est identifié pour faire la route verte, mais il n'est pas reconnu aux routes vertes parce que trop dangereux. Alors, c'est dangereux pour les motos, c'est dangereux pour les motos, c'est dangereux pour tout le monde. Et donc, c'est ça, donc, 10h, point de presse. Après point de presse, on va faire une chaîne humaine. Et les gens, ne vous inquiétez pas, on ne vous fera pas marcher là, 17 km, c'est pas ça l'idée. Si on est 250 personnes, et on espère l'être, 250 personnes et plus, et les gens se tiennent à 1 mètre de distance les uns des autres, bien, si on est 250, on va couvrir un demi-kilomètre. Et ce qu'on va faire, c'est que les gens vont traverser la rue du côté fleuve, ils vont marcher vers Sainte-Geneviève-de-Berthier. Et vous allez voir, ça va être organisé, il y a quelqu'un en avant avec un drapeau vert, c'est vert pour évidemment l'espoir et la route verte. Les gens vont suivre, et quand tout le monde aura traversé, donc les gens vont traverser, c'est ce qu'on appelle une chaîne humaine qui va être créée. Il va y avoir des images de drones qui vont être prises, les médias nationaux vont être sur place, régionaux, les radios. Il va y avoir pas mal de monde, je vous dirais, et puis je veux rassurer les gens, là, la sécurité va être absolue. On veut... Et c'est légal, hein, on ne bloque pas la circulation, là, ou très très peu. Là. On n'est pas là pour nuire aux automobilistes ou aux gens qui circulent, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'envoyer un message au gouvernement du Québec, au premier ministre. Plus on sera nombreux, et plus notre message portera loin, notre voix portera loin. Et je pense que le premier ministre, ça a déjà commencé à signer un peu. Et en fait, on vous demande d'être là, parce que c'est probablement l'initiative qui va faire bouger les choses, parce qu'on a pas mal tout essayé. On a fait des résolutions, des pétitions. Moi, j'ai rencontré minimum 20 fois la direction de Saint-Jérôme. Ils sont très collaborateurs, il n'y a pas de problème, ils sont super gentils, mais ils attendent un signal politique. Cette situation-là ne se réglera que lorsque le premier ministre du Québec dira 2 mots, une phrase. Faites-le. C'est comme ça que ça fonctionne. Si lui, il ne dit pas ça, ça va traîner encore très longtemps. Donc oui, c'est un gros projet, oui, c'est beaucoup de travail, mais il faut que quelqu'un donne des signaux et ça va être c'est vraiment d'interpeller le gouvernement qui est là présentement, mais toute la classe politique. Il ne faut pas lâcher le morceau. Vous êtes la clé de la solution. Vraiment, il faut que vous soyez là en grand nombre. Alors, on vous attend sans faute. Si jamais il pleuvait des cordes, ce qui m'étonne, la météo semble belle, ça serait remis le lendemain dimanche. Donc, même heure. Donc, les gens arrivent entre 9 et 10, 10h, point de presse, 10h30, on se met en place. On fait une chaîne là. À 11h30, là, à moins que vous jasez sur place, je vous garantis que vous allez pouvoir repartir chez vous. Donc, à midi, il n'y a plus personne. Donc, on vous demande là, 3 heures de votre temps pour, enfin, une fois pour toutes, que la classe politique se prononce et qu'on règle ce problème-là dans les prochains mois, prochaines années, des travaux, des voilà. Je pense qu'on, souvent, on met la faute sur le ministère du Transport. Le ministère du Transport en est parfaitement conscient. Mais comme M. Villeneuve dit, là, c'est du politique. Les sommes doivent venir du politique. Le ministère du Transport voudrait bien le faire. Ils n'ont pas les sommes nécessaires. Je pense qu'on a eu une rencontre avec le ministère du Transport. Vous expliquez les sommes. Puis quand il y a une partie d'autoroute qui s'effondre, ben, il y a un projet de moins qui va se faire dans notre région.
Fait qu'effectivement, il faut que ça vienne du politique. Puis vous savez, la raison, oui, initiative, puis très bonne initiative de la Noret, mais ce qui est important, c'est une présence, parce que ça touche l'ensemble de notre territoire. C'est une route touristique où les gens ne la prennent plus. Et pour en avoir entendu dernièrement, Club Miata, les clubs Miata de véhicules, jamais qu'ils vont passer là. Les clubs de moto, trop dangereuses, ils ne veulent pas passer là. Ben, effectivement, il est temps que ça bouge. Merci d'avoir apporté cette précision-là, effectivement, vous avez raison. Puis une dernière précision, si vous avez la chance d'avoir une casquette, un chandail de couleur verte, de verre, mettez du verre, un morceau, une pièce de vêtement, sur place, on va passer l'après-midi à couper ça, puis sur place, on va vous remettre un morceau de tissu vert. Donc, tout le monde va en avoir un. J'en ai 300. J'espère en manquer. Puis, M. le Préfet vient de le dire, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Parce que tout le monde finit un jour par passer. Alors, c'est pas juste à Noël, c'est le quartier des îles, c'est la région, puis même le Québec en entier. Il y a au Québec, en 1995, ils ont lancé le projet Route verte. C'est 5400 km aujourd'hui de route verte. Il manque 7 km. Il est à la Noël. Puis il est entre Montréal et Québec. Il manque 7 km. C'est un bijou extraordinaire. C'est une réussite collective extraordinaire, la route verte. C'est reconnu à l'international. Il manque 7 km. Donc, à un moment donné, il faut le faire. Ça n'a aucun sens. Alors voilà. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Et je vais être présent. Alors, bonjour tout le monde. Petit rappel. Petit rappel, la photo que vous voyez derrière moi, je pense vous rappelle de quoi je vais vous parler. Samedi qui s'en vient, le 6 septembre, au coin de Charles-Sevesse et la 138, on va faire une chaîne humaine et là, on vous demande d'être présent en très, très grand nombre. Qu'est-ce qu'on demande? On demande au gouvernement du Québec de refaire le 7 km à la fin du village à l'est de la Noret jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier, de refaire ce 7 km-là qui est utilisé par des dizaines, voire des centaines de cyclistes à chaque année. Ils passent là, malheureusement, c'est dangereux. On ne peut pas y aller à pied, on ne peut pas y aller en poussette, en trottinette, oubliez ça, c'est trop dangereux. La route est complètement déglinguée, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'accotement, puis quand il y en a, c'est en pierre. Vous avez vu les photos, vous voyez la photo. Alors, il faut vraiment que le gouvernement refasse cette route-là. Elle n'a jamais été faite. Alors, c'est important, il faut envoyer un message à toute la classe politique, hein, et au premier ministre, et bien sûr, évidemment, mais à toute la classe politique. Tous les partis politiques sont invités à être présents. S'ils sont là, ils vont pouvoir dire un petit mot. Il va y avoir une conférence de presse à 10 h. Donc, on vous demande d'arriver entre 9 et 10, 10 h point de presse, 10 h et 20. Le point de presse est terminé. On se met en place. On fait une chaîne humaine. On ne marche pas, là. Les gens pensent des fois qu'on va marcher pendant des kilomètres. Non, 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 non. On va juste se déployer le long de l'accotement côté fleuve, donc avec une distance de 2 bras. Donc, si on est 250, on va couvrir un demi-kilomètre. La Sûreté du Québec va être là pour assurer la sécurité. On va avoir aussi des brigadiers qui vont être sur place pour assurer la sécurité. Pour stationner votre véhicule, on va vous indiquer où et comment. Rendez-vous, coin de Charles-Sevesse et 138, samedi matin à 9 h, entre 9 h et 10 h. S'il pleut, mais il faudrait qu'il pleuve beaucoup, s'il pleut, ça va se faire le lendemain, dimanche, toujours à la même place, même heure. Alors voilà, en espérant que vous allez être présents à cet événement-là, c'est important pour la suite des choses. Je vous remercie infiniment à l'avance de votre présence. Fait que ça prendrait quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Monsieur Boy. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi. Laissez-moi le temps un peu. C'est au sujet des prochaines élections qui vont avoir lieu le 2 novembre prochain. Les candidatures commencent le 19 septembre. Moi, c'est pour annoncer que je ne solliciterai pas un autre mandat. Donc, pour le district numéro 4, j'offre des bonnes chances aux candidats, candidates qui voudront postuler. Mais moi, pour ma part, la politique municipale, c'est terminé. Et voilà, c'est tout. Juste pour informer, Daniel, combien d'années? J'ai été 30 ans comme conseiller municipal. 31 ans. J'ai commencé avec le maire Giroux, qui m'a donné la première chance. Maintenant, je suis en contact avec M. Bach. Et on a eu un paquet de beaucoup d'élus avec qui j'ai travaillé. Ça a toujours été bien été. Le conseil actuel aussi. Et si jamais dans les membres présents, il y en a qui sollicitent, puis je leur souhaite bonne chance. Mais pour ma part, après 30 ans, il y a beaucoup de réalisations qui se sont faites dans les 30 dernières années. Et Saint-Ignace va continuer d'évoluer, je le souhaite. Et voilà, c'est terminé. Je veux corriger M. Vaga, parce que c'est 31 ans. Parce que son 30e c'était l'an passé. Allons-y, 31. Au point de vue des choses, pour la FQM, c'est vite honoré, mais
C'est tout le temps l'année après. Parce que c'est 30 ans au début de novembre, mais la FQM, son congrès, c'est en septembre. Fait que il n'y a pas encore le 30 ans. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tout ça l'année suivante. Bienvenue aux recettes de CTRB, je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Alex. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, Alex? On va préparer les verrues du dinosaure selon le livre Minecraft. Puis qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédients? On a besoin de 180 g de chocolat pour cuisiner, 80 g de beurre doux et 80 g de cornflakes non sucrés. Parfait. Quelle est la prochaine étape, Alex? On va commencer par rajouter le beurre dans les pépites puis aller les faire fondre au micro-ondes. Maintenant qu'on a fondu notre beurre et notre chocolat ensemble, on est rendu à quelle étape? On est rendu à ajouter les céréales puis les mélanger dedans le chocolat. Parfait. Maintenant qu'on a mélangé nos deux ingrédients ensemble, on est rendu à quelle étape? On est rendu à utiliser des cuillères à café pour former des petits tas, puis les mettre sur un plat ou sur une assiette, puis les mettre au frigo pendant une demi-heure. Parfait. Donc on les met dans une assiette? Oui. Parfait. On a juste à attendre 30 minutes et ils seront prêts. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.
Woo!